La sensibilité normale, c'est celle qui permet aux neurones miroirs de fonctionner. Les neurones miroirs, c'est ce qui crée de l'empathie. Ce que votre garçon a sans doute fait, c'est qu'il a fait fonctionner ces neurones miroirs qui ont stimulé cette empathie et il s'est mis à la place de cette personne qui ne marcherait plus. Je ne vois pas où est le problème. Je ne vois même pas pourquoi il faut lui donner une explication. Je pense que l'empathie est une qualité. Mais méfiez-vous des neurones miroirs, parce que les neurones miroirs, c'est pas la garantie que tout fonctionne bien. Pour le meilleur, ça crée l'empathie. Pour le pire, ça crée l'envie. Ce sont les mêmes neurones qui fonctionnent, qui font que vous vous mettez aussi à la place d'un autre, mais que vous devenez envieux par rapport à ce qu'il vit. Faites l'exercice avec des petits-enfants. Vous en prenez 3 et vous donnez un jouet avec lequel l'un d'entre eux s'amuse super bien. Vous allez voir que les deux en face, il lui faudra ce jouet-là. Vous pourrez essayer tous les autres jouets du monde, il faudra ce jouet-là. C'est pour ça que quand je vois certains livres, je ne vais même pas parler de livres de pédagogie, mais dans lesquels on vous explique que les enfants, c'est les bisounours, qu'il suffit d'envoyer des alphabets mobiles dans une classe pour qu'ils se mettent spontanément tous à faire des lettres et qu'ils vont coopérer, s'entraider, etc. Non, ce sont des constructions, tout ça. Hein. Et heureusement que les adultes sont là pour le construire, parce que les classes, ou alors c'est pas les mêmes classes ou les mêmes enfants que j'ai vus, moi... Quand j'envoie un alphabet mobile devant des enfants qui sont en groupe, il y en a qui tapent avec les alphabets mobiles, il y en a qui mâchonnent les lettres. Ils ne font pas tous des mots spontanément. Et en tout cas, ce mécanisme d'envie, qui est celui qui, pour le pire, fonctionne avec les neurones miroirs. Donc je pense que pour votre enfant, n'abaissez pas son seuil de sensibilité. C'est très bien que ces neurones miroirs fonctionnent et créent de l'empathie. Si tous les enfants pouvaient être sensibles à la situation dans laquelle vit un monsieur qui est dans une chaise roulante, mais j'applaudirais des deux mains. Simplement, soyez attentifs au fait que ces neurones miroirs peuvent aussi fonctionner pour qu'ils se deviennent envieux vis-à-vis de telle ou telle chose. C'est pour ça que je ne parle jamais d'hypersensibilité. C'est pas une maladie, c'est juste une réceptivité plus grande dans une société qui, je l'espère, va devenir une société du care, c'est-à-dire dans laquelle on va se préoccuper des autres. Cette hypersensibilité ne doit ni être contrôlée, encore moins être expliquée par la raison, ce qui est de l'ordre des affects, donc des émotions. N'essayez pas trop d'expliquer. Laissez faire les choses, contrôlez simplement si ça ne produit pas de souffrance, soit chez lui, soit chez les autres, hein, parce que ces neurones miroirs qui créent des comportements envieux peuvent aussi fonctionner pour le pire. Donc, chez un être humain, vous savez, vous avez toujours une face positive et une face qui l'est un peu moins, qu'il faut se mettre en situation de contrôler. Mais vivre des émotions intensément, ce n'est pas souffrir. Hein. Ce qui est souffrir, c'est s'interdire de vivre ces émotions intensément. Moi, quand je vois des gens qui vont au théâtre, notamment, vous savez, si vous allez au théâtre, contrairement au cinéma, vous allez voir la différence. Au théâtre, alors même que vous savez que c'est des acteurs, ils vont se mettre à pleurer, vous allez pleurer aussi. C'est pour ça qu'au théâtre, on passe un temps fou à applaudir les gens. Au cinéma, pas. On a fini sa pièce, on s'en va. C'est pas seulement parce qu'ils sont là, c'est parce qu'on a fait fonctionner nos neurones miroirs. C'est ce que Diderot appelait le paradoxe de l'acteur. On a beau savoir qu'ils ne vivent pas réellement ce qu'ils vivent, on a quand même ce fonctionnement qui se met en place parce que nos neurones miroirs sont en bonne santé. Ne parlez pas d'hypersensibilité pour votre enfant, parlez de neurones miroirs en bonne santé. Vous verrez que c'est une autre façon de dire les choses, mais elle me paraît tellement plus positive, comme si on devait faire, et ce sont encore ces petits vélos qui circulent, hein, sois fort, ne pleure pas. Mais il faut arrêter, bien sûr qu'on peut pleurer. D'ailleurs, on ne pleure pas parce qu'on est triste, on pleure parce qu'on est perdu dans ses émotions. Généralement, on peut pleurer de colère, on peut pleurer de rage, on peut pleurer de désespoir, on peut pleurer de tristesse. On peut pleurer de peur, mais on pleure souvent parce qu'on a besoin de faire le point sur ses émotions et qu'on ne sait pas où on en est. Donc surtout, laissez fonctionner votre enfant et n'essayez pas de contrarier ses émotions en expliquant les choses. Franchement, bravo à lui s'il est sensible à la situation vécue par un monsieur qui perd ses jambes. Je ne vois pas du tout pourquoi vous devez... C'est très bien fait pour vous. C'est bien. Généralement, quand on n'a pas d'explication, c'est que ces explications ne sont pas nécessaires. Donc, c'est très bien que vous n'ayez pas su lui expliquer. Et d'ailleurs, vous savez, il y a plein de choses qu'on ne sait pas expliquer. La mort, vous ne savez pas l'expliquer. N'essayez pas de préserver les enfants de la mort. On le fait tous. Comment est-ce qu'on explique les choses ? Quand mamie meurt, on va dire « mamie s'est éteinte ». Il faut savoir qu'un enfant ne sait pas ce qu'est une métaphore. Pour lui, si mamie s'est éteinte, c'est que mamie était une bougie.
Mamie est montée au ciel, il va attendre qu'elle retombe. Eh bien non, mamie est morte. Ça nous rend tous très tristes. C'est beaucoup plus contenant. L'homme contient ses angoisses par les mots qu'il a pour les dire. Et c'est beaucoup plus contenant d'entendre ça que d'entendre cette espèce de masse flottante sémantique qu'on met autour d'un mot qu'on n'ose pas prononcer. Les enfants peuvent être tristes. C'est important. Vous savez, quel est l'animal de compagnie qu'on retrouve le plus dans les familles actuellement, selon vous? Non, ni le chien, ni le chat, le poisson rouge. Parce que le chien et le chat, on va le caresser, on va s'attacher à lui, et on risque effectivement un jour d'être triste. Par contre, si vous vous attachez à votre poisson rouge, c'est quand même que vous êtes un peu allumé, parce qu'on ne caresse pas le poisson rouge, on n'a pas d'interaction, on le nomme rarement, et donc on n'a pas d'interaction. Et puis en plus, surtout, le poisson rouge meurt, bah vous le retirez, vous en remettez un autre, vous dites, regarde, il n'est pas mort. C'est ce qu'on fait généralement. On ne sait pas faire ça avec les mamies, hein. On ne sait pas les remplacer. Et surtout, donner des animaux de compagnie à vos enfants auxquels ils vont s'attacher. Des chats, des chiens qu'ils caressent, qu'ils lèchent avec les... Parce qu'un jour, cet animal sera mort et qu'il sera triste et qu'il va vivre l'expérience de cette tristesse. Offrez des animaux mortels à vos enfants, pas la tortue, hein, votre enfant sera mort avant. Mais, et ne lui donnez pas non plus un animal mort, parce que ça c'est cruel et malveillant, mais donnez-lui un animal dont il connaîtra la mort. C'est une expérience importante dans la vie qui nous permet, on se souvient tous, hein, ceux qui ont mon âge ou dans lesquels on était moins préservés sur ce plan-là, eh bien on vivait des expériences comme celle-là qui sont des expériences fondatrices. Et personne ne m'a traité d'hypersensible parce que j'ai pleuré pendant plusieurs heures quand mon chien est mort. Et je pourrais encore vous raconter cette journée, alors que j'avais 7 ans. Je peux vous la raconter du début à la fin. Je peux vous dire ce que les gens... Ce sont des expériences d'apprentissage essentielles chez un être humain. Surtout, n'en privons pas nos enfants. Elles sont terriblement importantes.